Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence qui va porter sur les concours, enfin sur le concours Sésame, pardon, en particulier. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis directeur de Prépa Campus, j'ai été jury d'admission à l'ESSEC, enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pour les étudiants en troisième année. Et c'est moi qui vais vous présenter voilà, enfin, toutes les informations qu'il faut se connaître sur le concours Sésame. Sachez que cette réunion est enregistrée, que je vous enverrai le replay demain de la réunion et je vous enverrai aussi les slides. Donc s'il y a des informations sur les slides que vous voulez prendre en photo, vous recevrez tout de toute façon. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. Euh, Tout au long de la réunion, enfin, je vais vous présenter le concours je vais essayer de faire ça en une demi-heure et ensuite je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat et ensuite, à la fin de la présentation, je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. C'est parti. Donc, je vais vous parler du concours Sésame hein, rapidement. Voilà, attention, parfait. Je vais vous parler du concours Sésame rapidement. Le concours Sésame, il réunit 16 écoles de commerce et 19 programmes. Pourquoi 19 programmes? Parce qu'il y a certaines écoles comme Neoma qui ont plusieurs programmes et qui ont donc des programmes en 4 ans et des programmes en 5 ans. OK? Donc ça réunit deux types de programmes, les BBA et les PGE. Donc pour commencer, il faut peut-être expliquer c'est quoi la différence entre un BBA et un PGE. En fait, quand vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, vous avez trois possibilités. Soit vous faites un bachelor en 3 ans, soit vous faites un BBA en 4 ans, soit vous faites un programme grande école en 5 ans. Parfois, il y a des programmes en 5 ans qui ne s'appellent pas programme grande école enfin, pour des raisons que je peux vous expliquer. D'ailleurs, c'est que quand une école a plusieurs programmes en 5 ans, elle ne peut pas les appeler tous programmes grande école, donc il y a d'autres appellations. Mais par contre, ça donne bien le fameux grade de master, ça dure bien 5 ans. Les BBA, donc, c'est comme des licences, hein, ça dure 3 ans. En France, on a deux BBA, les deux BBA les plus connus, c'est l'ESDEM de Schema et c'est le BBA de l'ESCP. Le BBA de l'ESCP, c'est un BBA qui est très international. Vous faites un an dans chacun, enfin dans trois campus différents de l'ESCP. Et donc, c'est un BBA qui est réservé à des personnes qui sont bilingues ou quasiment bilingues déjà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les meilleurs bachelors, pardon, c'est un bachelor, excusez-moi, j'ai dit un BBA, c'est un bachelor. Le bachelor de l'ESCP, pardon, le bachelor de l'ESCP, c'est un bachelor, donc du coup, en 3 ans, qui est très international. Vous allez faire 3 années dans des villes différentes, sur des campus différents. Vous allez étudier dans des conditions qui sont très agréables. D'un point de vue académique, c'est plutôt assez bien reconnu, mais c'est pas au niveau non plus des meilleurs programmes que vous pouviez faire en post-bac. L'ESDEM, ça a plutôt un autre but. Le but de l'ESDEM, c'est ensuite de rebasculer en école de commerce en faisant des admissions sur titre qui vous permettent d'intégrer des écoles en programme grande école. Vous n'aurez pas accès aux meilleures écoles de commerce en faisant ce processus-là, mais c'est quand même c'est quand même une école qui est intéressante et qui peut faire partie de vos vœux sur Parcoursup si vous le souhaitez. Les BBA, donc c'est des programmes en 4 ans. Et là, pour le coup, en France, on a des très bons BBA. Les meilleurs BBA, ils sont quasiment tous dans le concours Sésame. En fait, ils sont tous dans le concours Sésame, sauf le BBA de l'EDEC. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de programme, vous êtes obligé de passer par le concours Sésame, ou quasiment obligé de passer par le concours Sésame. Et c'est intéressant aussi de postuler à l'EDEC en parallèle, parce que c'est un bon BBA aussi qui peut vous intéresser. La spécificité des BBA, c'est que c'est des programmes en 4 ans, donc c'est calqué sur le modèle en fait anglo-saxon. Ce qui fait que pour étudier à l'étranger ou travailler à l'étranger, après, c'est très bien. Mais quand on fait 4 ans d'études en France, on a juste une licence. La quatrième année n'est pas diplômante. Vous aurez des crédits d'une quatrième année, mais vous n'aurez pas de diplôme. Le Master 1 n'est pas un diplôme en France. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, quand vous faites un BBA, si vous souhaitez continuer de travailler en France, et c'est vraiment ce que je vous recommande, eh ben, je vous invite plutôt à ensuite faire un Master 2 ou un Master spécialisé pour compléter avec une cinquième année et avoir un diplôme en 5 ans. Le fait que ce soit un programme qui soit plus court que les programmes en 5 ans, ça ne veut pas dire que c'est moins bon. Au contraire, Les, parmi tous les programmes en école de commerce en post-bac, les deux meilleurs, c'est sans hésitation le BBA de l'ESSEC en 4 ans et le programme grande école de l'IESSEC en 5 ans, qui n'est pas dans le concours Sésame, mais dans le concours Access, qui est le concours concurrent au concours Sésame. Euh, le BBA de l'ESSEC est même un peu plus sélectif que le programme grande école de l'IESSEC. Du coup,
Vous avez des BBA en 4 ans. Dans le concours Sésame, vous en avez 9. Et vous avez aussi des programmes grande école en 5 ans. De programmes en 5 ans. Comme je l'ai dit, il y a 8 PGE, parce que par exemple, le programme en 5 ans que propose Neoma, qui s'appelle ThéMA, c'est un programme d'ailleurs qui n'est pas généraliste, qui est basé sur la partie enfin, qui est axé numérique. Ça s'appelle pas programme grande école, mais il donne bien un grade de Master 2 comme tous les autres programmes grande école euh, que vous pouvez faire via les concours. Du coup, les programmes grande école, c'est des programmes en 5 ans. Par rapport au BBA, bah, comme vous avez une année de plus, vous allez diplômer d'un Master 2. Mais le fait d'avoir une année de plus aussi, ça veut dire que dans le contenu des cours, ça va être un petit peu différent. En général, les programmes grande école vont être un peu plus théoriques que les BBA, ce qui fait que quand vous rentrez en programme grande école, vous allez souvent avoir plus de matières fondamentales du type mathématiques, statistiques, sociologie. Vous en aurez aussi en BBA, mais vous en aurez un peu moins. Et donc, du coup, quand vous êtes un programme grande école, vous avez un peu plus de temps pour travailler sur ces bases-là. Et donc, les premières années, vous faites un tout petit peu moins de matières purement d'école de commerce. Alors que quand vous êtes en BBA en 4 ans, vous allez tout de suite rentrer dans les matières de commerce, dans les projets de groupe, etc. Vous en aurez, mais de manière un peu plus réduite sur des programmes en 5 ans. Donc, le programme en 5 ans, PGE, est un petit peu plus théorique en général. Ok. Les BBA en 4 ans, étant donné aussi qu'ils sont plus courts, c'est des programmes qui sont super internationaux, hein. Surtout, franchement, tous les programmes tous les BBA de Sésame sont très internationaux, et tous les programmes grande école de Sésame et du concours Access sont très internationaux, mais par contre, pour les écoles hors concours, c'est pas forcément le cas. Euh, mais par contre, vous partez un peu plus tôt à l'étranger quand vous êtes en BBA que quand vous êtes en programme grande école, sauf exception. Ok. Et on pourra en parler d'ailleurs plus tard si vous le souhaitez. Juste petite question, parce que je vois, je parle très vite. Est-ce que c'est trop rapide ou OK? Alors, trop rapide, vous mettez un petit like si c'est trop rapide. OK si c'est OK. Vous mettez un like sur OK si c'est OK. OK, je l'ai mis dans le chat, la question. OK. En fait, je connais tellement le concours Ça fait 10 ans que je prépare au concours. Sésame, c'est... C'est... Je connais par cœur, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que je déroule et il faut que ce soit clair quand même. Du coup, quand vous passez le concours Sésame, vous avez trois critères de sélection. Le premier critère, ça va être les notes de dossier. Les notes de dossier, elles vont compter entre 5% et 33%. OK? Donc, il y a un tiers de la note, ce qui fait que le reste, c'est les épreuves écrites. Et ensuite, une fois qu'on a étudié votre dossier, que vous avez passé les épreuves écrites, si vous êtes assez bon, bah, vous passez les épreuves orales. La note de dossier et les épreuves écrites, c'est commun pour toutes les écoles du concours. Par contre, si vous êtes admissible aux oraux, dans les différentes écoles, vous allez passer des oraux dans chacune des écoles où vous êtes admissible. Il est possible d'être admissible dans plusieurs écoles et de ne pas l'être dans d'autres. Parce que certaines écoles sont plus sélectives que d'autres, et parce que aussi, toutes les épreuves n'ont pas les mêmes coefficients selon les écoles. Je vous ai dit, pour certaines écoles, le dossier, c'est 5%, pour d'autres, c'est 33%. Les écoles pour lesquelles le dossier est le plus important, c'est le bibier de l'EM Lyon, qui est très bien, et le bibier de l'ESSEC, qui est excellent. Il y a d'autres très très bons programmes mais qui mettent une note de dossier qui est plus faible. OK? Même voire beaucoup plus faible. Pour le bibier de l'EM Lyon, alors c'est désavantageant d'avoir un mauvais dossier, c'est sûr, mais c'est plus rattrapable que l'ESSEC en termes de, je dirais, avec les épreuves écrites. Je m'explique. Ceux qui vont rentrer à l'ESSEC, ceux qui vont être admis à l'ESSEC, c'est 7% des gens qui vont postuler au concours, à peu près. Et donc, pour être admis à l'ESSEC et faire partie des 7% les meilleurs, étant donné que la note de dossier, c'est 30% de votre note pour l'ESSEC, bah, vaut mieux avoir un bon dossier, voire un très bon dossier et des très bons résultats au concours. Avec la prépa et Prépa Campus, l'année dernière, on a préparé une bonne centaine d'étudiants, même largement plus, 140 étudiants au concours Sésame, tout programme confondu qu'on fait. Et on a 25% de nos étudiants qui ont été admis à l'ESSEC. Et en fait, euh, il y a pas mal d'étudiants. En fait, quand vous souhaitez vous inscrire à la prépa, vous êtes obligé de passer au téléphone avec moi. J'échange avec les étudiants parce que c'est moi qui vais vous suivre toute l'année et parce que je veux être sûr que vous avez bien compris c'est quoi la préparation qu'on fait et que vos attentes enfin, que vos attentes soient réalistes par rapport à votre dossier et par rapport à ce qui me paraît être voilà, raisonnable. Sachant que, évidemment, on essaie d'être très ambitieux, mais il y a des choses, je sais que ça ne passera pas. Un étudiant qui a 10 de moyenne, qui n'est pas bon en maths et qui me dit je veux rentrer à l'ESSEC, je sais que ça ne le fera pas. Euh, Il y a plein d'étudiants l'année dernière à qui j'ai dit ça va être chaud pour les secs parce que tu as 13 de moyenne, parce que tu as 12,5 et que normalement il faut être au moins au-dessus de 14. 14, c'est pas top pour rentrer à l'ESSEC.
mais ça se rattrape avec le concours. 13 ou 12,5, c'est beaucoup plus dur. Mais j'ai eu plein d'étudiants l'année dernière qui ont eu des 16, des 17 au concours et qui ont pu rattraper des moyennes qui m'avaient l'air pas trop rattrapables. C'est pas la majorité, hein, mais c'est plus que un ou deux élèves. C'est pas quelque chose non plus qui a été rarissime. OK? Donc il y a eu cet effet-là qui a existé. Donc même si ça vous paraît compliqué, hein, mettez les secs dans vos choix et si vous êtes pris, c'est super. Si vous n'êtes pas pris, c'est la vie. Tout le monde n'est pas pris. OK? Euh, du coup, comme je vous l'ai dit, tous ces programmes d'école de Sésame sont très internationaux et vous allez faire au moins 6 mois à l'étranger. Et les formations vont coûter entre 10 et 15 000 euros l'année. Alors, il y a plusieurs moyens de financer vos études. Le premier moyen, c'est de faire un emprunt étudiant. Le deuxième moyen, c'est d'avoir l'argent, hein, bon, évidemment. Le troisième moyen, c'est aussi de faire une alternance. Quand vous faites un programme en 4 ans ou en 5 ans, vous avez souvent, pas toujours, mais souvent la possibilité de faire ce qu'il y a 2 ans d'alternance. Et quand vous faites 2 ans d'alternance, bah, ça vous enlève, c'est l'entreprise en fait qui va payer 2 ans de votre scolarité. Donc du coup, si vous faites un programme en 4 ans, par exemple un BBA, vous allez peut-être payer que 2 ans sur les 4. Moi-même, par exemple, donc, dans mes études, mon parcours étudiant, ça a été de faire Dauphine, où j'ai fait une licence de gestion et un master de finance. Et ensuite, j'ai fait des admissions sur titre. Je suis rentré à l'ESSEC en programme grande école. Et quand j'étais en programme grande école à l'ESSEC, j'ai fait une alternance chez Hewlett Packard Enterprise. C'était il y a longtemps maintenant. Pendant mon alternance chez Hewlett Packard Enterprise, j'avais trois autres alternants qui avaient un poste similaire au mien. C'était tous des ESSEC, mais en BBA. On était payés tous la même chose, c'est-à-dire 1 600 euros par mois. On avait nos études de payer, c'était 15 000 euros par an. Ça veut dire que euh, on était, on avait un rythme d'entreprise qui était assez particulier. On faisait 6 mois d'entreprise, 6 mois en cours, 6 mois d'entreprise, 6 mois en cours. Donc ça durait 2 ans d'alternance, mais en fait c'était comme deux stages. On était payé pendant les 12 mois. Donc quand on était en cours, on était payé, on gagnait nos 1 600 euros. Et quand on était en entreprise, on gagnait aussi 1 600 euros. Plus on avait nos 15 000 euros par an qui étaient payés. C'est-à-dire qu'en fait, on était hyper, méga, ultra bien rémunérés. En fait, quand on rapportait autant de travail, c'est comme si on gagnait presque 5 000 euros par mois. Enfin, même plus, en réalité, si on vraiment on lit ça avec, euh, avec la scolarité. Ça fait 3 200 plus 15 000 euros divisé par 6 plus 2 500 euros. Donc c'est vraiment une vraie bonne possibilité. Euh, la chose qui est importante à savoir, c'est que quelle que soit l'école que vous allez faire, ça va coûter au moins 10 000 euros l'année. Et toutes les écoles du concours Sésame ne se valent pas du tout. Sur les 16 écoles, on pourrait y revenir plus tard, il y en a 7-8 qui sont vraiment bien, mais il y en a aussi pas mal qui sont pas ouf du tout. Sans les préparer, vous les aurez. Il y a des écoles, c'est sûr, vous les aurez même sans les préparer. Donc, quitte à payer 10 000 euros par mois, autant que ce soit pour une bonne école. D'où l'intérêt aussi de se préparer au concours. C'est pour avoir la meilleure école possible. C'est un petit effort à faire pendant l'année de terminale, mais après, vous en tirez les bénéfices pendant votre carrière. Surtout en France où on regarde beaucoup le diplôme des étudiants. Du coup, si vous souhaitez en fait faire une école de commerce, vous pouvez passer par le concours Sésame, mais vous avez aussi deux alternatives. Je vous ai déjà parlé un petit peu du concours Access parce que c'est l'autre concours, l'autre très gros concours très important qui intéresse les étudiants quand ils souhaitent aller en école de commerce post-bac. Donc le concours Access, ça réunit trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES, et c'est très intéressant parce que l'IESEG, c'est la meilleure école post-bac en programme grande école. Et c'est une école où il y a beaucoup de places, il y a 1 100 places, ce qui est énorme. La deuxième école, l'ESCA, il y a aussi 1 100 places, et c'est une école qui est solide aussi, l'ESCA. C'est une école historique qui est vraiment solide, et parmi les PGE, c'est une école qui est vraiment bien reconnue. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui passent aussi le concours Access, qui est différent du concours Sésame, hein. Mais 60% des étudiants, en gros, passent le concours Access et le concours Sésame. Et il y a 40% d'étudiants qui font soit juste Access, soit juste Sésame, et souvent c'est juste Sésame. Et la grosse différence entre les deux concours, c'est que si jamais vous êtes en STMG, ou si jamais vous avez arrêté les mathématiques en terminale, enfin vous faites ni maths complémentaires ni spé maths, dans ce cas-là, c'est plus simple de faire le concours Sésame. C'est pas impossible de faire le concours Access, mais ça demande beaucoup d'efforts. Et en réalité, si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes intéressé par le concours Access, par exemple, moi, je prends les inscriptions que pour les gens qui s'inscrivent avant novembre et qui peuvent participer au cours entre novembre et avril, parce que j'ai beaucoup de choses à rattraper avec eux. Et ça me demande aussi beaucoup d'investissement personnel en plus des cours pour être sûr que tout le monde soit prêt et que les étudiants puissent rattraper le niveau. Mais je le fais. Du coup, vous avez le concours Access. Je vous ai parlé déjà de quelques autres écoles qui étaient intéressantes. Le reste des écoles de commerce, c'est vraiment moins bien. OK?
Donc en post-bac, il faut vraiment se concentrer sur les deux concours, sur les DEC, et peut-être après les bachelors de l'ESCP et de, euh, et de, et de schéma, quoi. Enfin, et de l'ESM, quoi. L'autre possibilité pour faire une école de commerce, en fait, c'est de faire 2 ans en prépa ou 3 ans en prépa, et ensuite de rentrer en programme grande école. Ça, c'est la voie royale si vous voulez rentrer dans les 5 meilleures écoles de France. HEC, ESSEC, ESCP, EDEC, EM Lyon, en programme grande école. Donc, par exemple, avec le concours Sésame, vous ne rentrez pas au programme grande école, vous rentrez au BBA. Pour vous donner un titre d'exemple, un comparatif, la sixième école Audencia, 6e, c'est du niveau de l'IESEC en programme grande école. C'est-à-dire que le meilleur programme ou grande école que vous puissiez faire, il va être du niveau de la sixième meilleure école post-prépa. OK? Et il y a un petit gap entre l'EDEC et le M Lyon et Audencia. Il y a un petit step, comme il y a un petit step entre HEC et l'ESSEC et le SCP, et entre l'ESSEC et le SCP et l'EDEC et le M Lyon. Voilà. Euh, Donc, du coup, quand vous faites une prépa, vous allez passer 2 ou 3 ans, si vous QEB, et à la fin, vous n'êtes pas sûr de l'école que vous allez avoir. Donc, mon conseil, c'est que si vous êtes intéressé par la prépa, mais que vous êtes intéressé par les concours, passez les concours, voyez là où vous êtes admis, et à la fin, si vous voyez que vous êtes admis à l'IESEG ou au BBA de l'ESSEC, par exemple, et à une prépa qui ne rentre pas beaucoup de monde dans le top 5, bah, dans ce cas-là, il ne faut pas faire la prépa. C'est trop risqué, vous aurez probablement quelque chose de moins bon que ce que vous avez eu en post-bac à la fin de votre prépa. OK? Faire une classe préparatoire aussi, ça a double tranchant. Enfin, c'est pas double tranchant. En fait, il y a 2 niveaux de lecture. Il y a des étudiants qui vont dire, c'est trop de travail, c'est trop de pression, j'ai envie d'avoir une vie, ça m'angoisse. Et ils souffrent quand ils font une prépa, ou alors ils en font pas. Il y a une deuxième typologie d'étudiants qui vont trouver ça très stimulant intellectuellement, qui vont aimer la compétition et qui vont aimer se dépasser aussi en prépa. Donc, la prépa, c'est pas pour tout le monde, mais ça reste quand même une voie qui est intéressante. À mon époque, pour les parents qui nous écoutent, c'est comme ça à leur époque aussi, les meilleurs étudiants, ils allaient en prépa. Ça fait 10 ans, moi, que je prépare au concours. Au-delà du fait que le niveau des concours a vraiment augmenté, enfin, le niveau des étudiants a vraiment augmenté, plus que le niveau des concours, je constate aussi que j'ai énormément de têtes de classe aujourd'hui qui veulent plus aller en prépa, qui préfèrent aller dans les post-bac parce qu'ils veulent pas, en fait, s'enfermer pendant 2 ou 3 ans, soit parce que ça les stresse, soit parce qu'ils veulent avoir une vie. Et donc, avant, c'était pas. Il y a 10 ans, on ne se posait même pas la question. Enfin, il y a 10 ans. Il y a 15, 17 ans, on ne se posait pas la question, comment je passais mon bac. Maintenant, c'est quelque chose de ultra fréquent. Et donc, les écoles que vous faites en fait, je vais parler plus qu'une demi-heure, je parle trop. C'est pas grave. Je n'ai pas prévu de parler autant, mais je suis dedans là. Je suis trop lent ou pas? Je vais vous demander. Peut-être qu'il faut que j'avance un peu plus vite. Je vais vous demander. Trop lent? Ok, bon. C'est gentil. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas de gens qui me disent accélérer. Non, non. Ok, parfait. Bon, très bien. Du coup, bah merci beaucoup. Du coup, quand vous faites une école de commerce, qu'elle soit post-bac ou post-prépa, ça va être toujours très international. Enfin, pour les écoles des concours enfin, pour les bonnes écoles, disons. Ça va être très international. Vous aurez des grosses périodes de stage quand même. Mais il y a aussi, dans les deux cas, des disparités de niveau entre les écoles, évidemment. Et ça coûte dans les deux cas cher. Sinon, vous avez la possibilité, pardon, d'étudier à l'université. L'université, c'est bien, c'est gratuit. C'est public. C'est quasiment gratuit. Les deux universités qui ressemblent le plus à des écoles de commerce, c'est Sciences Po et Dauphine. Parce que c'est très international, parce que vous allez travailler beaucoup en petits groupes. Mais dans les autres universités, il faut s'habituer aux amphis et vous allez être beaucoup plus livré à vous-même. OK? Ce qui est bien avec l'université, c'est que si vous êtes bon à l'université, vous allez avoir des tremplins qui vous permettront de faire des super choses. Et vous pouvez monter très haut en partant de l'université. Et plus vous partez d'une bonne université, mieux c'est évidemment. Par contre, si vous vous laissez aller, bah, personne n'ira vous chercher. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, il y a des opportunités avec l'université, mais pareil, il faut être autonome, en fait, pour être capable d'être. Enfin, il faut être autonome et avoir de l'envie vraiment pour pouvoir performer à l'université. Et c'est complètement possible. OK?
Contrairement à mon époque ou à l'époque voilà, des parents qui m'écoutent, c'est sélectif maintenant l'université. C'est pas parce que vous postulez à l'université que vous êtes pris, malheureusement. Et à Paris, c'est très sélectif. Si vous voulez postuler à la Sorbonne, à Assas, bon, à Dauphine et Sciences Po, j'en parle même pas. Mais c'est quand même, c'est pas du tout une évidence. Et donc, du coup, vous faites une licence en 3 ans. Après, vous pouvez enchaîner avec des masters. Et c'est des petits concours qu'il faut passer pour faire les masters. C'est sur dossier. Et parfois, vous avez un entretien, etc. quand même. On postule au master. C'est une période où on n'est pas du tout sûr d'être pris. Mais c'est le jeu, hein, évidemment. Le BUT, donc c'est ce qu'on fait dans les IUT, c'est des programmes en 3 ans. Il y a des bons BUT. En général, si vous faites un BUT, enfin, les autres universités, pardon, en dehors de Dauphine Sciences Po, c'est beaucoup moins, à part peut-être la Sorbonne et Assas, mais c'est quand même vraiment moins international que les écoles de commerce. Ça se voit. Il y a d'autres différences, notamment sur l'administration. Dans les écoles, vous êtes un roi, on fait tout pour que vous passiez la meilleure scolarité possible, que vous puissiez mettre à exécution vos projets, etc. À l'université, ils s'en foutent de votre vie. Même moi, en tant que prof à Dauphine, c'était une galère. C'est-à-dire que si le rétroprojecteur dans votre salle ne marche pas, bonne chance pour aller en trouver un autre. Et ça se fait à peu près, hein. Pour avoir une convention de stage à Dauphine, il fallait venir le mardi ou le jeudi. Comment elle s'appelait? Je crois qu'il s'appelait Madame Toko. Non, n'importe quoi, ça. Bon, bref, je sais plus comment elle s'appelait, la dame. Mais elle nous avait tous marqué, cette dame, parce que c'était ouvert le mardi et le jeudi. Elle était ouverte entre 14 h et 16 h, et 15 h c'était sa pause. Et elle nous parlait mal, et nous, il fallait qu'on s'excuse. Mais on avait notre convention de stage à la fin. À l'ESSEC, c'était pas pareil. À l'ESSEC, c'était simple. Et c'est pareil dans les autres écoles de commerce, d'ailleurs. Mais bon, c'est un détail, en fait. On choisit pas sa formation pour ça, mais dans les faits, le service, c'est pas le même. Euh, donc les BUT, ça va pas du tout être l'international, c'est gratuit, hein, vous allez avoir un stage à faire, en général, pendant votre BUT, et soit vous vous arrêtez là, soit à la fin, vous pouvez faire des admissions sur titre pour rentrer en école de commerce. Vous pouvez pas rentrer dans le top des écoles de commerce après un BUT, faut pas rêver. Mais vous pouvez faire des écoles bien quand même, et des programmes intéressants, et donc c'est pas du tout, enfin, ça peut être bien le BUT, hein. Et tous les BUT n'ont pas le même niveau. Il y a des BUT qui sont euh, plus réputés que d'autres, pardon. Et donc, du coup, bah, pareil, il y a une sélection. Et enfin, le BTS, plutôt pour faire des études courtes en 2 ans. Vous pouvez continuer après un BTS, mais si vous avez l'ambition de continuer, démarrez pas sur un BTS. Et ça peut être privé ou public. Ok. Et donc, quand on regarde les classements des écoles de commerce post-bac, parce que c'est de ça dont on parlait à la base, je vous ai mis deux classements, parce qu'en fait, il y a le classement des programmes grande école, le classement des BBA. Il y a pas de classement où il y a les deux en même temps. Alors moi, pour le coup, j'ai un peu du recul parce que ça fait longtemps que je suis dans le milieu et j'arrive à voir le niveau des étudiants dans chaque établissement et savoir lequel est meilleur que l'autre. Enfin, lesquels sont meilleurs. Euh, Petite note, le programme de Néomathéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas un programme grande école officiellement. Donc, il n'est pas dans le classement des programmes grande école, mais ça reste un programme intéressant. Ok? Faut faire attention à ça. En tout cas, les meilleurs programmes grande école post-bac que vous puissiez faire, c'est en un l'IESEG, il n'y a pas de débat. En deux, selon les années dans les classements, c'est soit l'ESCA, soit le M Normandie, c'est plutôt d'un niveau assez similaire. L'ESCA, ils ont eu la stratégie d'ouvrir des campus un peu partout en France et ils ont un ou deux campus à l'étranger, notamment à Shanghai. Le M Normandie, ce qu'ils font depuis plusieurs années, c'est qu'ils ouvrent des campus un peu partout dans le monde, mais surtout à des endroits où il y a d'autres excellentes universités, comme ça ils peuvent avoir récupéré les profs pour leurs cours. Donc ils ont ouvert à Oxford, ils ont ouvert à Dublin, et ils ont ouvert à Boston récemment, et ils continuent cette stratégie-là. Je sais plus, ils veulent rouvrir un autre campus l'année prochaine, je sais plus c'est lequel. Faut que je regarde. Je crois qu'ils ont ouvert Dubaï aussi. Euh, et enfin, derrière, il y a le MLV. Le MLV, c'est particulièrement apprécié par les sportifs parce qu'ils ont un programme spécialisé sport-études. Et donc, ils ont des emplois du temps aménagés. Ils font facilement des emplois du temps aménagés. Et ils sont aussi en partenariat. Enfin, en fait, ils sont dans le même groupe que l'ESSILF, qui est une très bonne école d'ingénieur post-bac. Et donc, il y a des petites passerelles entre les deux. Maintenant, le MLV, c'est pas du niveau de l'ESSILF. Je vous le dis sincèrement. OK? Et donc, typiquement, quand vous souhaitez vous inscrire à la préparation avec nous, quand je vous poserai toutes vos questions sur votre niveau, je vous dirai ce qu'il faut viser. L'année dernière, 65% des étudiants qui ont préparé les concours Access avec nous ont eu l'IESEG. Et 97% ont eu l'ESCA, pardon. Et 100% ont eu la troisième école, l'ESDES. Et donc, du coup, l'IESEG, ça reste atteignable. Mais uniquement si vous travaillez vraiment avec régularité et que voilà, vous en donnez les moyens. C'est pas donné aux gens du tout. Et l'ESCA?
Pareil, normalement, il y a une sélection vraiment intéressante qui est, enfin, importante qui est faite, mais en se préparant fort, on y arrive. Ok, dans la grande majorité des cas. Et donc l'EM Normandie, c'est le concours Sésame. Je vous ai pas mis juste les écoles des concours Sésame Access, hein, j'ai mis toutes les écoles. Sauf qu'elles sont toutes dans le Sésame Access. Sauf dans les BBA où il y a ESSEC en 1, EDEC en 2, Schema en 3, EMU en 4, Neoma en 5. Alors, juste petite alerte sur les classements. En vrai, le BBA de l'EMU est mieux que celui de Schema. Il est du niveau de celui de l'EDEC à peu près. Et Schema, c'est du niveau de Neoma. En fait, les classements, ils peuvent énormément changer d'une année sur l'autre et c'est pas des vérités absolues, c'est des formules mathématiques, les classements. Et quand vous regardez deux classements différents, bah, parfois, c'est pas du tout la même chose. Enfin, il y a quand même des grosses tendances qui restent, hein, mais il peut y avoir des assez grosses différences. Pour vous dire, il y a quelques années, les decks étaient classés septième. Et Schema, ils étaient classés aussi plus long. Dans les faits, les decks n'a jamais eu niveau de septième. Il y a même eu des années où ils ont été à égalité avec les secs en 1. Et donc, comme en plus ça arrivait avant dans l'alphabétique, dans l'ordre alphabétique EDEC par rapport à ESSEC, ils mettaient EDEC en 1 avec les SEC ex aequo. Dans les faits, les SEC, ça a toujours été mieux que les DEC en BBA. Et les DEC, ça a toujours été un très bon BBA. Donc EDEC, très bien, juste derrière les SEC, enfin un peu derrière les SEC. Et on a Schema et Neoma, pas du tout loin de l'EM et de l'EDEC en BBA, qui sont un peu derrière. Voilà. Et après, il y a des autres BBA qui viennent derrière. Du coup, en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous sont parents, et enfin j'imagine qu'il y a des parents quand même qui suivent la conférence, et peut-être vous avez déjà eu des enfants qui ont passé les concours Sésame avant 2023, enfin avant 2024. Donc c'était ce qu'il y a 2 ans. Avant, en fait, le concours, c'était des enjeux contemporains, une partie raisonnement et compétences avec logique, aptitude numérique, aptitude verbale, des langues LVA, c'était l'anglais, et LVB, c'est ce que vous voulez, il y a 10 langues, et l'analyse documentaire. Les enjeux contemporains, c'est resté. OK? Les aptitudes numériques, c'est devenu les mathématiques. C'est plus vraiment le même programme. Ça a un peu évolué, mais ça ressemble quand même pas mal. Les aptitudes verbales, c'est devenu le français. Ça n'a pas énormément changé, juste le format a changé. Maintenant, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Avant, c'était 20 questions, il me semble. Enfin, c'était 20 questions, ouais, tout à fait. La LVA, c'est resté l'anglais. La LVB, ça reste la langue de votre choix. L'analyse documentaire, ça n'a pas bougé. Et la logique générale, ça a disparu. C'était remplacé par les compétences digitales, qui est une nouvelle matière depuis 2 ans. OK? On va revenir maintenant sur le programme des différentes matières, juste dans quelques minutes. Donc pour les épreuves écrites, les compétences digitales, vous avez 20 questions en 20 minutes. Pour les maths, vous avez 20 questions en 40 minutes. Pour le français, 40 questions en 30 minutes. C'est que des questions au format QCM, sans points négatifs. OK? Ensuite, vous avez les langues. Pour les langues, vous avez 2 fois 40 questions à faire en 1 heure. Donc 30 minutes pour l'anglais, 30 minutes pour votre autre langue. Si vous êtes bilingue dans une langue, imaginons que vous êtes bilingue espagnol, vous pouvez demander à ce que votre LVA devienne espagnol et votre LVB, ça deviendra l'anglais. Mais ça vient beaucoup plus tard, hein, que vous pouvez faire cette demande. Vous ferez le même sujet d'anglais que les autres, mais par contre, ça vaudra un coefficient moindre par rapport à si c'était votre LVA. Ok? L'LVB, en général, c'est pas un très gros coefficient et l'LVA, c'est un bon coefficient. Donc, du coup, si vous êtes bilingue en espagnol, bah, mettez l'espagnol en LV1, en LVA, quoi. Ok? L'analyse de documents, documentaires, c'est 3 types de questions. Je vous ai mis 15 heures de texte, en vrai, c'est plus. C'est plutôt 25 textes à peu près, plus une bonne dizaine d'illustrations. Les illustrations, ça peut être tout simplement ouais, des images, des photos, ça peut être des dessins, ça peut être aussi des graphes ou des documents un peu statistiques. OK? C'est aussi sous la forme d'un QCM que je détaillerai aussi plus tard avec 3 types de questions, questions de repérage, questions d'analyse, questions de synthèse. Et enfin, vous avez les enjeux contemporains. Bon, c'est 40 questions à faire en 30 minutes. Les enjeux contemporains, c'est les actualités des 10 mois avant les concours. En complément de ça, vous avez votre note de dossier. Et une fois que vous avez fait vos épreuves écrites, il y a les épreuves orales qui débutent à peu près 2 semaines après si vous êtes admissible. Donc vous passez vos épreuves écrites. 10 jours après, vous avez les résultats des épreuves, vous savez où vous êtes admissible. Et quelques jours après, vous pouvez commencer à passer vos épreuves orales et vous avez 3 semaines pour passer vos épreuves orales. Donc ça, les épreuves écrites vont être mi-avril, les épreuves orales commencent fin avril ou tout début mai et ça va jusqu'au 18 mai à peu près. Du coup, quelles sont les questions types que vous pouvez avoir lors des concours? Donc, dans la partie raisonnement et compétences, vous avez vu, j'ai repris l'appellation d'avant parce que je voulais pas perdre les gens. Mais parce qu'en fait, c'est aussi plus simple de les présenter comme ça au vu de comment nous on prépare les étudiants. Donc, c'est fait sciemment. OK? Donc, vous avez les compétences digitales, c'est 20 questions à faire en 20 minutes. Le programme des compétences digitales,
Le programme des compétences digitales, pardon, ça va être un programme qui va être basé un peu sur ce qui se fait dans la certification PIX que vous faites au lycée. En fait, vous allez avoir toute une partie sur la programmation qui est assez importante. En général, c'est à peu près 5 questions par an, quand même, la programmation. Vous allez avoir des questions sur les bases de données. Vous allez avoir des questions sur la sécurité informatique. Vous allez avoir des questions sur, pas je dirais le bien-être au travail, mais comment dire, les bonnes manières numériques et surtout aussi sur la santé numérique aussi, sur la santé, l'impact que ça a sur votre santé numérique. Vous allez aussi avoir euh, plein d'informations sur les différents composants, en fait des informations un peu techniques sur les différents composants des ordinateurs, des téléphones, etc. Donc hardware, software, ce que vous pouvez retrouver, etc. On retrouve ces notions-là. Et en fait, vous aurez aussi beaucoup de choses, entre guillemets, sur la création de documents. Donc, tout ce qui est formule Excel, tout ce qui est utiliser les fonctionnalités avancées de Word et de PowerPoint. Ça, c'est des choses en réalité que quand on les travaille hein, en cours, nous, avec les étudiants, on leur apprend plein de choses utiles. Pareil sur les boîtes mail, comment on crée un alias. Enfin, il y a plein de choses aussi liées aux outils numériques en fait, qui sont utiles. Il y a l'IA aussi qui va rentrer de plus en plus, évidemment, dans le programme. Ça ne l'était pas il y a 2 ans, ça l'est maintenant. OK? Euh, donc là, typiquement, une question possible, quelle est l'empreinte carbone mondiale des data centers en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre? La bonne réponse, c'est que c'est 2%. Juste le stockage de nos données, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. Enfin bref, on va peut-être pas faire toutes les questions, mais voilà. En mathématiques, ce que vous allez faire, ça va être très différent du programme de lycée et très différent de ce qu'il y a au concours Access par ailleurs. Euh, je le glisse là, j'en reparlerai tout à l'heure. Je fais la même conférence sur le concours Access la semaine prochaine. Il faut que je regarde le jour. Je me souviens plus, je crois que c'est mercredi prochain. Je vais regarder rapidement. Je suis désolé, c'est pas très pro ce que je suis en train de faire. C'est juste que j'ai un petit doute. Ouais, c'est mercredi prochain. Ok. Donc mercredi prochain. De toute façon, quand je vous enverrai le replay, je vous enverrai aussi l'invitation pour voir la conférence sur le concours Access si ça vous intéresse. Et donc, du coup, en mathématiques, les questions, ça va être plutôt des questions mi-maths, mi-logique. Ça va être sur le programme, en fait, de tout ce qui va jusqu'à la seconde. Et donc, ça peut être des questions de calcul, des questions sur les fonctions, des questions de probabilité, des questions même un peu plus de réflexion, en fait. C'est là où je dis qu'il y a de la logique des questions petites questions sur les suites. Voilà, ça va ressembler un petit peu à ça. Des questions aussi de géométrie aussi, pardon, sur les vecteurs. Mais en fait, ça va être souvent problématisé. Et vous n'avez pas de brouillon en fait le jour J hein, pendant le concours. Le concours Sésame, ça se passe à distance, ça se passe en ligne depuis chez vous. Vous n'avez pas de brouillon et vous ne pouvez pas utiliser de brouillon du tout pour l'épreuve de maths. Vous avez juste une calculette intégrée dans, dans le logiciel qui fait juste des opérations très basiques, des plus, des moins, des fois, etc. Des petites parenthèses voilà, spéciales. Il y a aussi les règles sur les puissances, les racines carrées, etc. Ce que je vous dis dans la partie calcul. Un type de question possible qu'on peut vous poser, c'est par exemple, l'embouteillage le plus long de France a duré 21 heures, 16 minutes et 31 secondes, soit l'équivalent de, c'est moi le prof de maths euh, pour, euh, pour le concours, pour la préparation au concours Sésame. Et en fait, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que soit vous faites le calcul et ça peut être long, mais avec remarque les deux calculatrices, ça va à peu près, hein. Soit, en fait, vous pouvez éliminer très facilement des réponses. Typiquement, la première chose que vous pouvez faire, c'est regarder 21 heures, ça fait combien de secondes? 21 heures, 21 fois 3600, ça va vous emmener dans les plus de 70 000. Donc les réponses A ou B, elles n'ont pas le borne ordre de grandeur. Et ensuite, quand vous regardez les secondes, on a les 31 secondes. Quand vous allez rajouter des heures et quand vous allez rajouter des minutes, le nombre de secondes sera toujours zéro à la fin, parce que 1 heure, c'est 3100 secondes, donc si vous prenez 2 heures, c'est 7200, etc. Quand vous rajoutez des minutes, c'est par tranche de 60 secondes. Donc, quand vous rajoutez des 60 secondes, les unités, c'est toujours zéro. Et quand vous rajoutez ensuite les secondes à la fin, bah, ça va changer l'unité à la fin. Donc, le fait qu'il y ait 31 secondes à la fin, on sait que la vraie bonne réponse, elle va finir par un 1. Et donc, du coup, par élimination, c'est pas la C, c'est la D. Et donc, en quelques secondes, en fait, on peut répondre à la question, en réalité, même sans la calculatrice. Euh, et en français, vous allez avoir aussi, du coup, sous la forme de QCM des questions. Et les questions, elles vont porter sur 3 parties. Première partie, des questions de grammaire. C'est la plus grosse partie. OK? Vous aurez aussi possiblement
quelques questions de vocabulaire, c'est des questions assez rares. OK? Mais quand je dis questions de vocabulaire, ça peut être aussi en réalité des questions sur les locutions latines, des questions sur les expressions de la langue française, euh, sur ce type de questions-là. Donc là, pareil, ça va être plus du vocabulaire, disons. OK? Et le troisième type de questions, ça va être des questions de littérature sur les courants littéraires, sur les figures de style, ce genre de choses-là. La partie grammaire, c'est la plus grosse partie. Et parfois, vous avez des petits textes à trop aussi, donc de la compréhension de texte. Et donc, la cohérence textuelle et la logique textuelle va être importante aussi. Pour préparer les compétences digitales, les maths et le français, nous, ce qu'on fait avec la prépa, c'est qu'on propose des cours hebdomadaires qui commencent début novembre et qui vont jusqu'au concours. On a des cours les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Les cours du lundi et du mardi, c'est les mêmes. Les cours du mercredi et du jeudi, c'est les mêmes. Si vous n'êtes que le lundi, vous ferez tout le programme. Imaginons le lundi, on va peut-être commencer par les compétences digitales au mois de novembre. Ensuite, au mois de janvier, on va passer sur les mathématiques. Et au mois de mars, on va passer sur le français. Le mercredi, donc ça, c'est le lundi et le mardi. Le mercredi, on va peut-être commencer par les maths. Ensuite, on va faire le français. Et ensuite, les compétences digitales. Le vendredi, on va faire dans le dernier sens possible. Si on commence par le français, après, on fait les compétences digitales, puis les maths. OK? Donc, si vous venez en cours tous les lundis, vous ferez tout le programme. Et moi, ce que je propose aux étudiants, ce que je leur suggère, c'est de venir au moins 2 fois par semaine en cours. Si ce n'est trois, s'ils le peuvent. Mais 2 fois, c'est déjà très bien. Comme ça, ils font 2 fois le programme dans l'année à 2 moments différents. La partie cours qu'ils verront, par exemple, le lundi et le mercredi, si le lundi et le mercredi, ça sera la même partie cours. Mais par contre, on change tous les exercices. Donc, si vous commencez par les compétences digitales, vous faites les cours de compétences digitales. Le lundi, le mercredi, vous ferez des maths en parallèle. Et ensuite, quand on refera les compétences digitales le mercredi et qu'on refera les maths le lundi, ça sera la même partie cours qui dure 15-20 minutes, mais par contre, on change tous les exercices et donc toutes les corrections. Donc vous, ça vous fait un rappel et ça vous entraîne. Et ça vous évite aussi d'avoir à travailler tout seul en dehors des cours. OK? Et le fait de travailler régulièrement, c'est ce qui est le plus efficace pour ces matières-là, et c'est pour ça qu'on les garde dans cet ordre. Enfin, qu'on garde ces matières en hebdo, évidemment. Et donc les cours, c'est le soir, c'est de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15. Comme il y a Access aussi, où il y a exactement la même chose, souvent, par exemple, le lundi et le jeudi, c'est 18h, 19h Sésame. Le mardi et le mercredi, c'est 19h15, 20h15 Sésame. Donc si vous finissez tard le lundi, bah, vous pouvez venir le mardi, c'est le même cours. Pareil, si vous finissez tard le jeudi, vous pouvez venir le mercredi, enfin, le mercredi. Vous voyez la logique. Et le vendredi, c'est 18h45, 19h45. Et Access, c'est 1 heure avant. Tous les cours hebdo sont aussi enregistrés, donc si vous voulez, vous ratez un cours, vous voulez le revoir, vous pouvez réviser. Par contre, ce que je vous déconseille de faire, ce que je vous dis même de ne pas faire, si vous vous inscrivez, c'est de faire 1 heure le lundi, puis après 1 heure le mercredi, puis après 1 heure le vendredi, etc. Il y a des choses que vous allez faire 3 fois, et il y a des choses que vous n'allez pas les faire. Donc du coup, il faut garder un jour fixe et après s'entraîner avec les autres jours. Ensuite, vous avez les épreuves de langue. Pour les épreuves de langue, vous avez l'anglais et la LV2. La LV2, il y a 10 LV2 possibles. Espagnol, portugais, chinois, russe, hébreu, arabe, italien, que sais-je. Bon, vous avez beaucoup de possibilités. Tout ça pour vous dire que c'est la seule matière qu'on ne travaille pas avec les étudiants parce qu'on n'a pas des profs de russe et de chinois et d'arabe, etc. Et qu'en plus, c'est le plus petit coefficient. Par contre, si vous avez besoin de questions pour vous entraîner, là, on peut vous donner du matériel pour vous entraîner autant que vous voulez. Euh, En anglais, et enfin en langue en général, mais en anglais, le programme, ça va être euh, énormément de grammaire et de la compréhension de texte. Et vous aurez aussi un petit peu de questions sur les actualités du monde anglo-saxon. S'il y a un changement de Premier ministre au Royaume-Uni, si il s'est passé quelque chose d'important en Inde ou aux États-Unis, vous pouvez avoir quelques questions dessus. Vous allez avoir 3 4 questions un peu type culture. Et sinon, 36 questions qui vont être vraiment des questions de grammaire et un petit peu des questions de compréhension de texte aussi. Donc, du coup, pour avoir une bonne note en anglais, vous n'avez pas besoin, en fait, d'être, comment dire, bilingue. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un vocabulaire extraordinaire. Ce qu'il faut, c'est connaître très bien sa grammaire. Et ça se travaille vraiment. Et donc, nous, quand on travaille l'anglais avec les étudiants, c'est des groupes où ils sont en moyenne 5-6 parcours. Ils sont 6 parcours plutôt, en moyenne. Et en gros, on revoit pendant un stage intensif pendant les vacances de décembre ou de février, c'est vous qui choisissez, tout le programme de grammaire. Alors, les cours hebdomadaires, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que en distanciel. Les stages intensifs, vous pouvez les faire soit à distance, soit en présentiel à Paris. On a à peu près 60% de nos étudiants, 60-65% de nos étudiants tous les ans qui n'habitent pas du tout en région parisienne, qui font tout à distance, et ça marche très très bien. Et tout est adapté. Par contre, la chose qu'on ne fait pas, c'est mélanger des étudiants présentiels avec des étudiants à distance.
Il y a un groupe en présentiel, un groupe à distance. OK? Pour toutes les vacances scolaires. Pour les enjeux contemporains, euh, vous allez avoir, ouais, donc du coup, même pour les langues, je peux peut-être vous donner un peu plus de détails. Vous aurez des questions sur les verbes irréguliers, sur les faux amis, sur euh, euh, les différents temps, hein, conjugaison, la concordance des temps. Vous aurez tous les différents pronoms, euh, les comparatifs, les superlatifs, etc. Enfin, c'est pas moi qui donne les cours d'anglais, mais voilà, ça va ressembler un peu à ça. OK? Sur les enjeux contemporains, comme je vous l'ai dit, c'est les actualités des 10 mois avant le concours. Ça, on ne peut pas le travailler sous la forme d'un stage intensif parce que si on faisait un stage en février sur ça, il nous manquerait un mois et demi de cours. Ça va jusqu'à fin mars, les actualités. Donc, pour travailler les enjeux contemporains, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne des fiches de révision où il y a toutes les informations. En fait, le prof, toute l'année, il compile les informations de l'année. OK? Ensuite, il réunit les informations par thème et il vous fait des fiches de révision sur les différents thèmes. Et ensuite, on fait 8 séances entre janvier et fin mars. Donc, c'est pas toutes les semaines, mais c'est régulier. 8 séances entre janvier et fin mars, où on revoit tous les thèmes qui ont été abordés. Et la dernière séance, c'est pour refaire toutes les actualités qui sont passées depuis qu'on a traité les thèmes. Donc, si, je sais pas, vous faites la géopolitique en janvier, il sera passé d'autres choses en fin mars, et donc, du coup, vous le revoyez au dernier cours. L'objectif pendant les cours d'enjeux contemporains, c'est que on vous donne en fait accès aux fiches. Le but, c'est pas que vous soyez là en train de gratter pendant tout le cours, mais au contraire, le prof, il va essayer de vous expliquer les différentes actualités en vous expliquant quels sont les différents protagonistes, quelles sont les relations qu'ils ont entre eux, quelles sont les différentes parties prenantes, quels sont leurs intérêts aussi. Et donc, si vous comprenez une situation, vous serez capable de répondre aux questions dessus. Tous les ans, on a entre 70, mais c'est plutôt autour de 75, disons, entre 70 et 80% des questions qu'on a vues en cours. OK? Il y a toujours des angles morts qu'on ne peut pas traiter. Il y a une question, c'était il y a 2 ou 3 ans, ils avaient demandé quelle était la profondeur de la piscine la plus profonde de France. Je ne sais pas, il y a eu quelle actualité liée à ça, dans quel journal, mais ils ont quand même réussi à poser la question. C'était complètement ridicule comme question, évidemment. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas tout anticiper. De toute façon, c'est trop large l'actualité pour tout anticiper. Nous, on arrive à taper 75-80%, je dirais. Cette année, on était on était à 80% plutôt, l'année dernière plutôt à 75% peut-être, mais on est entre 75 et 80%. Disons 70 pour être large. Euh, et donc, euh, ces cours-là, c'est soit les samedis de 11h à midi et demi, soit les dimanches de 18h à 19h30. C'est même pour le samedi et le dimanche, donc il y a les deux qui sont proposés. Vous venez au cours où vous voulez, enfin, vous connectez au cours où vous voulez, parce que c'est un cours à distance aussi. Et enfin, vous avez l'analyse documentaire. Donc, pour l'analyse documentaire, vous avez trois types de questions. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. On vous donne un très gros corpus de documents qui va être sur un thème. Imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez avoir 25 textes dessus avec 10 illustrations, ça fait 40 pages, vous avez que 2 heures, c'est ultra court. Donc, la grosse méthode pour cette partie-là, ça va être d'être, de s'améliorer en lecture rapide et aussi d'avoir une méthodologie dans la recherche d'informations. OK? C'est ça qu'il faut travailler quand vous travaillez sur de l'analyse documentaire. Trois types de questions. Premier type de question, les questions de repérage, c'est le plus facile. On va vous poser des questions et la réponse est directement dans les textes. On va vous poser comme question, par exemple, je ne sais pas combien de startups Apple a racheté en 2023. Et dans un des documents, il y aurait écrit noir sur blanc, Apple a racheté 11 startups d'intelligence artificielle en 2023. Ou peut-être il y aura un graphe qui le montrera. Et donc, du coup, pour chercher l'information, soit vous le faites pendant votre lecture, ou soit en fait vous regardez la bibliographie que vous avez à la fin, avec tous les titres des documents, et vous pouvez regarder, est-ce qu'il n'y a pas un document qui parle directement d'Apple, ou qui parle d'achat d'entreprise, etc. Et donc vous pourrez trouver l'information plus facilement. Les questions d'analyse, les questions en page, ça ne vaut pas beaucoup de points. C'est peut-être 3 points pour 6 questions dans ces eaux-là. Ça ne vaut pas beaucoup de points en tout cas. Les questions d'analyse, ça vaut beaucoup plus de points, mais c'est beaucoup plus technique. Pour une question d'analyse, en fait, vous allez avoir une question et vous allez avoir plusieurs réponses correctes. Vous allez avoir 4, 5, 6 propositions. Vous pouvez avoir plusieurs réponses correctes. Et donc, du coup, imaginons il y a 3 bonnes réponses. Si vous mettez les 3 bonnes réponses, vous avez tous les points. Si vous mettez 2 bonnes réponses sur 3, vous avez 2 tiers des points. Une sur 3, un tiers des points. Par contre, si vous mettez même les 3 bonnes réponses, mais une réponse fausse, à partir du moment où vous avez une réponse fausse, vous n'avez aucun point. Ce qui veut dire qu'il faut être stratège dans cette épreuve-là. Quand vous avez un doute sur une question d'analyse, il vaut mieux ne pas choisir la réponse. Parce que si vous avez
deux bonnes réponses sur trois, vous avez deux tiers des points. Mais si vous avez zéro bonne réponse sur trois, enfin deux bonnes réponses sur trois et une mauvaise réponse, pardon, vous avez zéro. Donc c'est pas rentable. Vous allez vous battre pour gagner un tiers de points, alors que vous risquez d'en perdre deux tiers. Donc c'est pas hyper rentable. Les questions d'analyse, elles valent beaucoup, et ça veut dire aussi, comme il y a plusieurs bonnes réponses, on peut trouver les réponses dans un seul texte, mais aussi dans plusieurs textes. Et enfin, les dernières questions, les questions de synthèse, c'est des questions, en fait, on a rédigé une synthèse pour vous, et vous devez trouver les mots manquants. OK? Donc il y a des mots manquants, vous devez trouver la problématique, vous devez choisir la meilleure introduction ou la meilleure phrase d'accroche, etc. Tout va être dans la nuance. Par exemple, on va vous proposer quatre problématiques. Il y en a une seule qui est correcte. Il y en a une, elle va être un peu hors sujet. Il y en a une, elle va être correcte, mais elle va pas reprendre tous les éléments du sujet. Il y en a une, ce sera la bonne problématique, et il y en a une qui va un peu extrapoler ce qui se dit, même si ça va complètement dans l'esprit des textes. Bah, du coup, même si la deuxième et la quatrième ont l'air justes, la troisième est plus pertinente, et donc il faut choisir toujours la réponse la plus pertinente. Parfois, on va vous proposer des réponses dans des textes à trous qui sont justes, sauf que le niveau de langage d'un des mots n'est pas hyper adapté, ou n'est pas, par exemple, au même niveau que les autres. Je ne sais pas si votre synthèse, elle est très technique. Peut-être que si le mot employé n'est pas le mot technique, ça ne marchera pas. Ou au contraire, si c'est très vulgarisé, si on propose que des termes techniques à un moment, bah, c'est bizarre. OK? Alors que la réponse est correcte en soi. Mais c'est juste qu'il y a une réponse qui est plus pertinente. Et donc, du coup, pour vous préparer au concours, vous pouvez vous entraîner seul, hein. Il y a plusieurs choses qui existent. La première chose, c'est que il y a, à partir d'octobre, il y a l'application Concours Sésame qui est disponible pour vous entraîner. L'application Concours Sésame, c'est une appli que vous pouvez télécharger ou enfin, ça coûte 100 euros. Mais au moment où vous inscrirez au concours, ou sinon c'est sur votre ordi, hein, au moment où vous inscrivez au concours, ils vous feront 100 euros de réduction. Donc en fait, c'est comme si c'était gratuit en fait. OK? Donc vous avez payé 100 euros en octobre si vous la prenez en octobre, mais quand sur Parcoursup, vous allez vous inscrire et vous allez payer, les droits d'inscription, je crois que c'est, je sais plus c'est quoi le montant exactement, ça, disons que c'est 350 euros, ben, vous payez que 250 euros. Donc du coup, l'un dans l'autre, c'est comme si vous avez rien payé. Euh, L'application du concours Sésame, elle est bien pour s'entraîner. Elle est très bien pour l'analyse documentaire où il y a beaucoup de sujets. Elle est bien aussi pour les langues, je trouve. Elle peut vous aider, même s'il n'y a pas de partie cours. Mais en tout cas, c'est bien pour s'entraîner. Par contre, sur les maths, il n'y a pas beaucoup de questions. Sur les compétences digitales, ça existe depuis 2 ans, il n'y a pas beaucoup de questions. Sur le français, il n'y a pas beaucoup de questions aussi. Donc vous allez très vite, vous faites un test, vous en refaites un autre 2 minutes après. C'est des tests de 10 questions qui vous font. Vous refaites un test de 10 questions juste après. Il y en a 3 ou 4 que vous avez déjà fait dans le test de 10 précédent. Alors que c'est juste votre deuxième test. Ça, c'est classique. Pour les enjeux contemporains, c'est complètement inutile. Vous allez voir des questions des années précédentes, mais en fait, bah, comme ça va être sur les actualités de l'année prochaine, c'est juste ça ne servira à rien. Vous en faites un ou deux histoire de voir à quoi ça ressemble, et c'est tout. OK? Pour les livres, il y a plusieurs livres qui existent, comme la Bible du concours Sésame ou le Grand Manuel du concours Sésame. Moi, je préfère le Grand Manuel du concours Sésame. Euh, je trouve il est un peu plus complet. La partie cours, elle est assez intéressante, notamment en maths. En maths, la partie cours, elle peut vous aider. Et c'est tout. En anglais, un petit peu, bah, ça vous fait des tests, quoi. Mais enfin, voilà. Le problème, c'est que les questions sont franchement pas très à jour. Donc, du coup, vous allez vous entraîner à un concours qui est le concours Sésame il y a 10 ans. Enfin, c'est pas exactement le concours Sésame, quoi. Par exemple, dans le livre du Grand Manuel du concours Sésame, ils réutilisent des questions du Grand Manuel du Taj Mahal. Sauf que le Taj Mahal et le concours Sésame, c'est différent, en fait. Donc c'est bizarre. Mais bon, c'est mieux que rien pour s'entraîner, enfin, ça peut vous aider. Vous avez aussi des comptes Insta que vous pouvez suivre. Pour l'anglais, BBC Learning English, je trouve ça très bien et ça peut vraiment vous aider à progresser en anglais et apprendre des choses qui vous serviront au concours. Pour les actus, vous avez Hugo Décrypte, c'est parfait pour la partie enjeux contemporains. Sinon, vous pouvez aussi écouter le podcast L'heure du monde, c'est bien. Il doit y en avoir d'autres, hein, je vous dis ce que je connais. Pour le raisonnement, sur l'Insta de Prépa Campus, il y a des exercices. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis des nouveaux exercices avec des nouvelles astuces. Il y a plein d'astuces en fait que j'ai partagées. J'en referai peut-être cette année. C'est pas encore décidé. En fait, j'aime pas trop les réseaux sociaux, ça me prend du temps, j'ai pas le temps de m'en occuper vraiment. La question c'est est-ce que je me réinvestis dedans ou pas? Je me pose la question en ce moment parce que j'ai une équipe qui me permet de le faire, mais c'est juste que j'aime pas ça et que c'est moi qui décide ce que je fais ou pas et j'aime pas faire ça. Donc du coup, moi ce qui m'intéresse le plus c'est la partie relation avec les élèves, les parents, la partie pédagogique.
La partie réseaux sociaux, moins. En fait, je suis pas en contact directement avec les gens. Autant les conférences, j'aime bien, autant les réseaux sociaux, en plus, il faut être régulier dans. Bon, bref, voilà. Sinon, il y a Aide Academy, il y a la chaîne YouTube Aide Academy, il y a plein de choses qui servent à rien, enfin, pour les concours, mais il y a des choses aussi qui servent. Et surtout, en fait, c'est deux profs de maths qui sont frères qui ont fait cette chaîne-là. Et en fait, c'est trop bien fait leur truc. Enfin, moi, j'aime bien en tant que prof de maths de la prépa, je trouve ça hyper cool. C'est pas ciblé sur les concours, mais il y a quelques petits trucs, peut-être petites astuces que vous pouvez apprendre qui peuvent vous servir. Et sinon, bah, pour les étudiants de la prépa, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est bien de garder l'application Concours Sésame quand même parce que elle est intéressante. Vous pouvez faire quelques exercices dans votre lit, mais sinon, nous, en fait, on vous propose une plateforme où il y a tout ce qu'il faut. Il y a des centaines, il y a des milliers même d'exercices. Il y a des fiches de révision et des fiches de cours en fait dans les différentes matières. Il y a des J'ai mis fiches de révision en jeu contemporain, cours, exercices d'anglais, sujet de synthèse, exercice d'entraînement. En fait, c'est plus complet que ça. Euh, Je sais pas pourquoi c'est pas vraiment à jour cette partie-là. En fait, vous avez des fiches de révision d'enjeux contemporains avec le replay des cours. On les fait. Vous avez des cours écrits et vidéos sur chacun des thèmes pour les compétences digitales, le français, l'analyse documentaire, enfin pour toutes les matières et les maths. Pour toutes les matières sauf la LV2. Vous avez des exercices spécifiques pour chaque thème avec la correction en PDF et en vidéo. Et vous avez les replays de tous les cours qu'on fait. Et vous avez des sujets complets pour vous entraîner, des annales. Enfin, des sujets complets type annales ou même des sujets créés par la prépa. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Et donc, vraiment, vous pouvez travailler sur tout. Et si vous savez que vous avez une faiblesse en particulier, vous dites par exemple, je sais pas, en géométrie, j'ai des difficultés, bah, en fait, il y a un cours de géométrie qui a été préenregistré. Et il y a 3 fiches d'exercices avec une trentaine d'exercices de géométrie où vous voyez tous les cas qui peuvent tomber plusieurs fois avec des corrections PDF et vidéo. Et en plus de ça, il y a aussi les cours en live qu'on fait. Donc, a priori, vous avez tout ce qu'il faut pour réviser. Et du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, bah, en fait, on a créé le Club Sésame. Normalement, c'était 40 places pour Sésame, 40 places pour Access. Et après, en fait, on ouvre une autre offre qui est plus chère. Et normalement, cette offre-là, c'est l'offre un peu de septembre. Sauf que cette année, juste avec le bouche-oreille, ça a été complet, en fait. C'est déjà complet. Et donc, du coup, on a réouvert 40 places de plus. Parce que moi, j'ai toujours dit à tout le monde que en septembre, les 40 premiers avaient accès au Club Sésame, au Club Access. Et en fait, cette année-là, on est en août et on est déjà 50 pour Sésame et 40 pour Access. Ce qui fait que on continue cette offre-là et on ne fera pas l'offre d'après. Parce qu'on doit limiter le nombre de places pour pas que vous soyez trop nombreux pendant les cours hebdo. Ok. N'oubliez pas, vous pouvez venir tous les jours pendant les cours hebdo si vous voulez. Il n'y a que 5 jours dans la semaine. Donc du coup, pour qu'on soit une vingtaine par cours, on limite à 80 étudiants. Et donc on n'ira pas au-delà. Donc il reste 30 places pour Sésame. Pour Access, il en reste 40. Et quand vous faites Club Access Sésame, les deux, et ben dans ce cas-là, vous prenez une place pour Sésame et une place pour Access en fait. Donc, vous avez vos cours hebdomadaires, donc c'est maths, français, compétences digitales pour Sésame. Vous avez vos stages intensifs anglais, analyse documentaire. L'analyse documentaire, c'est beaucoup mieux de le travailler en stage intensif parce qu'il y a beaucoup de documents, comme je vous l'ai dit. Et si on veut reprendre un document qu'on n'a pas terminé, bah, c'est mieux de le reprendre le lendemain que la semaine d'après. La semaine d'après, on a tout oublié. OK? Et vous avez les enjeux contemporains, 8 séances de format plutôt hebdomadaire pour deux raisons. Première raison, c'est qu'en fait, bah, on doit aller jusqu'au 31 mars si on veut faire tout le programme en tout cas jusqu'à fin mars. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, ça fait trop d'informations d'un coup si on vous livrait tout pendant un stage. Ça serait trop. OK? À la fin de chaque période de stage intensif, on vous fait, enfin c'est moi d'ailleurs, qui vous fait un débriefing individuel en vous disant comment ça s'est passé en anglais, comment ça s'est passé en analyse documentaire, quels sont vos points forts, vos points faibles dans chacune des matières. C'est les profs qui m'envoient toutes les infos évidemment. Et qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler pour continuer pour être prêt le jour J. Donc typiquement, vous faites votre stage en février, il vous reste encore un mois et demi avant les concours, ou 2 mois avant les concours. Vous n'allez pas vous arrêter de faire de l'anglais et de l'analyse documentaire. Au contraire, après ce stage-là, on vous dira, vous avez toujours des faiblesses là, là et là. Et dans le débriefing, on vous dit quoi faire exactement et vous avez les exercices de la plateforme pour faire ce qu'on vous a dit. Et si vous avez des questions en dehors des cours, vous avez le numéro de vos profs. Pour les cours hebdo, maths, français, compétences digitales, vos profs, vous les voyez toutes les semaines. Moi, je reprends en individuel les étudiants qui sont largués en maths. Si un jour qu'un étudiant il est largué, il manque vraiment de base, je le prends en individuel, je lui réexplique ce qu'il n'a pas compris, et c'est pas payant. OK? Donc, toutes les semaines, je fais 1 ou 2 heures de cours gratuits à des étudiants. Peut-être un, deux ou trois, s'ils sont deux ou trois à avoir le même problème, mais les étudiants qui ont vraiment plus de difficultés. Je fais pareil avec le concours Access, où c'est beaucoup plus technique en maths. Donc, pour le concours Access, vous avez exactement la même chose, les cours hebdomadaires, etc. Donc, si Sésame, c'est à 18 h, Access à 19 h 15. Si Sésame, c'est
19h15, Access à 18h. OK? Vous pouvez évidemment préparer les deux concours. Et si vous faites Access et Sésame, en plus du stage d'analyse documentaire et d'anglais, vous avez aussi la synthèse de documents qui est une épreuve du concours Access, dont on n'a pas parlé aujourd'hui parce que on était focus sur le concours Sésame, mais qui se rajoute. Et donc, du coup, la charge de travail, si vous faites Access Sésame, c'est 3 4 heures par semaine quand même, plus le stage intensif. C'est à peu près, en fait, comme une option au lycée en termes de charge de travail, OK, quand vous faites les deux concours. Donc, l'offre, elle est admissible ou remboursée. C'est-à-dire que si vous préparez le concours Sésame, si vous mettez 5 écoles, même les 5 plus durs, si vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Pourquoi admissible et pas admis? Parce que la préparation là, qu'on vous propose, c'est qu'une préparation aux écrits. La préparation aux oraux, on vous la propose plus tard. D'ailleurs, la préparation aux oraux, comme ça vous avez un ordre de grandeur, c'est en individuel, avec des profs qui sont jurés soit en jury d'admission, soit en école, soit en prépa. On a notre méthodologie, c'est toujours la même, c'est la même méthodologie que j'utilise depuis 7-8 ans pour préparer les étudiants et qui fonctionne hyper bien. On a 100% de réussite aux oraux avec ça depuis des années. Donc, un accident arrivera un jour, hein, mais ça fonctionne extrêmement bien. Et soit si vous êtes à l'aise à l'oral, vous pouvez vous préparer en 3 séances qui durent entre 1h30 et 2 heures. Et ça va coûter 120 euros la séance, donc 360 euros la préparation aux oraux. Soit vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, dans ce cas-là, il vous faut 5 séances, pareil, qui durent entre 1h30 et 2 heures. Ça vous coûte 600 euros la préparation. Et si vous n'êtes vraiment pas bon et vous devez faire plus que 5 séances, parce que vous n'êtes pas prêt après 5 séances, toutes les séances supplémentaires, je vous les fais moi-même gratuitement. En fait, on ne vous envoie jamais si vous n'êtes pas prêt. Si vous n'êtes pas prêt, on ne vous dira pas, bon, bah, vous avez fait vos cours, c'est terminé. On fait attention à, évidemment, on vous dira, là, il y a un problème. Et donc, du coup, on vous dira, il faut faire des séances supplémentaires. Et si jamais on est 5 séances, on doit faire des séances supplémentaires, vous ne les payez pas. OK? Dans le suivi, qui se fait directement avec moi, si vous avez des questions sur les écoles, les concours, Parcoursup, etc., ça va être avec moi. Ou les mathématiques aussi. Pour les autres matières, vous aurez le numéro perso de chacun de vos profs. Les parents, ils sont tenus au courant, ils sont tenus informés de toutes les choses importantes aussi. Donc, les parents sont en copie des mails importants, évidemment. Et donc, du coup, je serai régulièrement en discussion avec vous, notamment le débriefing des stages, vous l'aurez. Et au moment de Parcoursup, je vous ferai aussi toute une conférence pour vous expliquer comment vous inscrire et comment les bêtises à ne pas faire. Et depuis le temps, j'en ai vu beaucoup des bêtises. Donc, le but, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Et je vous donnerai aussi des exemples de lettres de motivation que vous pouvez faire en vous disant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans les différents exemples que j'ai anonymisés. Et je vous dirai aussi quel type de plan vous pouvez faire pour votre lettre de motivation. Vous pouvez faire vos lettres et vous pouvez m'envoyer tous vos documents, hein, votre projet personnel motivé, vous pouvez me l'envoyer. Et je vous le corrige gratuitement, ça fait partie du suivi. Quel pour accès, c'est pour Sésame, si vous faites que Sésame, que pour Sésame. Ça coûte 1490 euros le club Sésame. L'offre similaire, normalement, elle est à 1790 euros. Mais cette année, on ne va pas la faire du coup parce qu'en fait, on sera complet avant que je puisse la sortir. Je pense que d'ici rapidement, ça va être. On prendra plus d'étudiants sur ces cours-là. OK? Pourquoi on a préparé 140 étudiants l'année dernière au concours Sésame? Parce que après ces offres-là, pour ceux qui s'inscrivent plus tard dans l'année, on ouvre une offre sur les week-ends pour ceux qui se préparent entre janvier et avril. Ce sera des cours indépendants qui ne seront pas avec vous. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, sinon, on propose aussi de faire une préparation que sous la forme de stage. Mais honnêtement, c'est pas ce que je vous recommande en priorité. Là, on est tôt dans l'année. Je n'en parle même pas de cette offre-là parce que c'est juste pas l'idéal en fait. C'est juste mieux de se préparer dans le temps pour des matières comme les matières enfin, qu'on fait en cours hebdo, quoi. Et du coup, on a plus de 100 avis, on doit avoir, je sais pas, 150 avis sur Google, que des 5 sur 5. On a un 4 sur 5, je crois que c'est une erreur. C'est une étudiante qui a mis un commentaire dithyrambique et qui a eu toutes ses écoles. Voilà. Et sinon, on va que des 5 sur 5. Et j'ai pas mis la slide à jour, mais tous les étudiants ont obtenu leur première choix en 2024, mais aussi en 2025. OK? Et là, du coup, la série n'étant pas à jour, c'est des commentaires des étudiants de l'année d'avant. Mais si vous tapez juste Prépa Campus sur Google, vous allez pouvoir voir les avis et vous allez voir. Je les ai même pas triés les commentaires, je les mets juste dans l'ordre. OK? Donc, du coup, voilà. Vous pouvez voir ce que vraiment les étudiants pensent de nous. Et voilà, je dirais que aussi l'autre particularité avant de répondre aux questions, c'est que on est très proche des étudiants, donc tout le monde a mon numéro, tout le monde se tutoie. J'ai mis 1 heure en fait. J'ai parlé pendant 1 heure. Je suis désolé. Je passe tout de suite aux questions. J'arrête de raconter ma vie. Ok. Désolé, hein, j'ai pris vraiment trop de temps.
Alors, du coup, Iman demande est-ce qu'on a un entretien avec moi ou on monte le dossier, etc. En fait, je sélectionne pas les étudiants sur les dossiers. Je sélectionne les étudiants sur le fait qu'ils soient bien mûrs dans leur projet. Je m'explique. Si un étudiant, il hésite à s'inscrire au concours César, mais il se dit sa mère, elle veut, mais lui, il n'est pas très chaud, il va s'inscrire au concours, il va venir au cours. C'est moi après qui vais devoir le motiver toute l'année, qui vais devoir le porter sur mes épaules pendant toute l'année. Et en fait, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, enfin, j'ai pas envie de faire ça. Je vais bien porter des étudiants qui ont envie, mais les étudiants qui n'ont pas envie, franchement, non. Enfin, je sais que les places, elles vont se remplir. J'ai pas besoin de faire ça. Donc du coup, et puis même, c'est juste que, en fait, ça va être mon année en fait que je vais passer avec vous. Il faut qu'elle soit aussi agréable pour moi. Donc j'ai envie d'être avec des étudiants qui ont envie d'être là. Donc du coup, l'objectif de l'appel que je fais avec vous, c'est de déjà voir si que vos attentes correspondent au dossier de l'étudiant. Donc je vais vous poser des questions sur le dossier et je vais aussi m'assurer que vous avez bien compris quel allait être le programme et quelle allait être l'intensité de travail que je vous demande pendant l'année. C'est pas que c'est ultra intense, mais c'est que c'est de la régularité quand même que je vous demande. Et aussi, en fonction de votre dossier, je vous donnerai des conseils sur le nombre d'heures de cours que vous devez faire toutes les semaines. OK? Donc, c'est à ça que sert l'entretien. Je peux le faire soit avec le parent, soit avec l'étudiant. Si l'étudiant est là, c'est mieux, mais sinon, je peux le faire sans l'étudiant. Mais si je suis avec un parent, j'ai besoin qu'il connaisse bien le dossier de son enfant. OK? Et parfois, les étudiants, ils sont juste en cours, en fait, ou en vacances, ou voilà. Mais donc, du coup, euh, obligé de, de m'appeler pour s'inscrire. Je prends pas d'inscription en ligne et c'est fait exprès. Alors, Germain dit que c'était Dubaï pour l'EM. J'ai pas dit Dubaï? Dubaï? Je pensais que j'ai dit Dubaï. Bon, pour l'autre campus. Ah, c'est peut-être le campus qui ouvre. Ok, et j'ai peut-être dit qu'il était déjà ouvert, alors qu'il est en train d'ouvrir. Est-ce que les cours sont en présentiel ou à distance? Demande Daphné. Alors, en fait, les cours hebdomadaires, c'est à distance uniquement. Les stages intensifs, c'est soit en présentiel, soit à distance. C'est vous qui choisissez. Et en fait, vous choisissez aussi la semaine de stage que vous faites. Donc, si vous avez de l'anglais et de l'analyse documentaire à faire, c'est 2 heures par jour d'anglais pendant 5 jours et 2 heures d'analyse documentaire par jour pendant 5 jours. Si vous faites tout sur la même semaine de vacances, c'est 4 heures par semaine, par jour sur une semaine. Mais vous pouvez même dire, je fais une matière en décembre, une matière en février, si vous voulez. Après, pour 4 heures de cours, ça vaut peut-être pas le coup de séparer. Mais si vous faites Access plus Sésame, ça fait 6 heures de cours avec la synthèse. Et dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être faire, je sais pas, la synthèse en décembre et l'analyse documentaire et l'anglais en février. Et donc, du coup, vous pouvez répartir. Et si vous voulez faire une partie en présentiel, une partie à distance, tout est possible. OK? Vous avez une grosse flexibilité. C'est au mois de novembre, fin novembre, que les étudiants qui sont inscrits, je leur demanderai quelle semaine de cours ils souhaitent, quelle semaine de stage ils souhaitent choisir. Et on fait des tout petits groupes, comme je vous l'ai dit, 6 parcours en moyenne. Euh, et les cours en présentiel, c'est au métro République à Paris. Alors, Mika Reno demande, pouvez-vous expliquer l'organisation préconisée par semaine pour éviter de faire les mêmes cours? En fait, dans l'idéal, dites-vous que l'idéal, c'est de venir 2 fois par semaine. Vous n'êtes pas le lundi et le mardi, ou pas le mercredi et le jeudi, parce que c'est le même cours. Et si vous venez par exemple le lundi et le vendredi, ou le lundi et le jeudi, vous faites 2 cours différents. Vous ferez 2 fois le programme, mais les 2 cours de la semaine seront toujours différents, et vous ferez toujours des exercices différents. Donc ça vous entraîne vraiment à fond de faire ça. OK? Si vous faites une fois par semaine, c'est le minimum pour tout faire. Mais ça veut dire aussi que vous aurez du travail tout seul à côté, juste voilà, pour faire ça. Est-ce que les cours sont en direct ou préenregistrés? Non, Marie, c'est évidemment des cours en direct. En fait, les cours préenregistrés, il y a des cours préenregistrés sur la plateforme pour que vous puissiez réviser le week-end quand vous avez envie de réviser sur le point que vous voulez. Mais en fait, quand nous, on va faire les cours, on les fait en live. Les étudiants, ils participent à fond pendant les cours. Pendant les exercices, ils interviennent dans toutes les corrections. Donc, je vous donne un exemple de cours classique. Je fais un cours de maths qui dure 1 heure. Pendant 15-20 minutes, allez, 20 minutes disons, je vais expliquer, disons que c'est un cours de géométrie, je vais expliquer toutes les notions de géométrie au programme du concours Sésame. OK? Donc je vais expliquer toutes les notions. S'il y a des questions, je les prends à ce moment-là, etc. De toute façon, en fait, ce que je fais pour interagir avec les étudiants, quand j'explique quelque chose de compliqué, je leur demande s'ils ont compris. En fait, on a tout un code, en fait. On utilise plein de fonctions pour interagir. S'ils ont des questions, ils peuvent lever la main. Si jamais j'explique une notion, je vois la tête des étudiants, en plus, c'est micro et caméra obligatoire.
Donc, je vois leur tête. Si je vois que j'ai des têtes bizarres ou si je sais que la notion est compliquée, je demande si les étudiants ils ont compris. S'ils ont compris, ils mettent un pouce. S'ils n'ont pas compris, ils mettent un smiley qui pleure. Tout le monde répond en général. Quand je vois qu'il y a des smileys qui pleurent, je vais chercher les étudiants pour leur poser des questions si eux, ils m'ont pas posé les questions en amont. Ensuite, on fait la partie exercice. La partie exercice, on va la synthétiser. On va faire 10 minutes d'exercice, 10 minutes de correction, 10 minutes d'exercice, 10 minutes de correction. Pendant la correction, c'est les étudiants qui corrigent. Et donc, même pendant qu'ils font leurs exercices, si un étudiant est fini en avance, il m'envoie ses réponses. Et moi, je lui dis, tu as trois fautes. Et avec le temps qui lui reste, il peut continuer de travailler sur les exercices où il est le cours. À la fin du temps écoulé, on va corriger avec les étudiants. Et en fait, les étudiants participent à la correction. Ils m'ont déjà tous quasiment envoyé leurs réponses. Enfin, en tout cas, j'ai une grosse partie des réponses. Je fais intervenir les étudiants. Et moi, j'ai ma tablette graphique et un tableau blanc sur le logiciel. Donc, j'écris comme s'ils voyaient comme un tableau, en fait, hein. J'écris comme au tableau. Et donc, j'écris ce qu'ils me disent. Et j'enrichis la correction, bien évidemment. Et je leur donne des techniques supplémentaires pour leur expliquer ou pour être plus efficace. Donc, c'est hyper interactif. Et même moi, ça me permet de repérer les étudiants qui sont bons ou ceux qui sont plus en difficulté. Et comme je vous l'ai dit, les étudiants en difficulté, je les reprends même en individuel en dehors des cours pour être sûr que tout soit compris. Organisez-vous des concours blancs avant avril. En fait, toutes les semaines avant les vacances scolaires, les cours hebdo, c'est des concours blancs. Qu'est-ce que c'est examen blanc? Et pendant, euh, le, pendant le, pendant le stage, pardon, il y a aussi des examens blancs qui sont faits. Marie demande, le fait d'être sportif de haut niveau peut aider à l'admission. C'est quelque chose qui est clairement apprécié par les écoles et qui va vous aider, euh, en fait à avoir une bonne note de dossier. Donc c'est quelque chose qu'il faut préciser. Et après certaines écoles, comme le MLV, comme je dis, mais le M Lyon aussi avec son bibier, ils le font. Et il y a sûrement d'autres, si vous leur demandez, ils peuvent vous faire des emplois du temps aménagés en tant que sportif pour que vous puissiez pratiquer votre sport à haut niveau pendant vos années d'études. Amy demande, en ayant raté le bac français, est-ce que ça peut bloquer mon admission? Alors, Amy, ne vous inquiétez pas, vous avez juste pas eu la moyenne au bac. Si tu une étudiante, tu n'as pas eu la moyenne au bac français, tu n'as pas raté ton bac. Le bac français, ça ne se réussit pas, ça ne se rate pas. C'est juste des notes du bac en général. Le fait d'avoir eu des mauvaises notes au bac français, c'est pas un avantage, mais c'est très très loin d'être éliminatoire et ça ne bloque pas ton admission. Donc, c'est pas du tout le problème. Dis-toi en plus, Amy, que dans certaines écoles, c'est juste 5% de ta note le dossier. Donc parfois, le français, ça compte quasiment rien. Et parfois, ça compte un peu plus, évidemment. Mais tu peux être admis dans... Enfin, mais tu pourras quand même être admis. Pour les oraux, si on a un handicap de bégaiement reconnu, peut-on l'indiquer au jury? Bah, je pense qu'ils vont le voir, hein, le jury, si tu as un problème de bégaiement. Mais en tout cas, tu ne seras pas, comment dire, éliminé pour ça. Moi-même, j'ai été donc jury à l'ESSEC. Je ne suis pas tombé dans ce cas-là. Mais j'imagine mal un de mes collègues, membre du jury, recaler un étudiant en se disant, non, il n'est pas assez bon, il bégaye. C'est pas ça qu'on note. Donc, au début de l'entretien, tu peux prévenir, même si les gens ils vont voir que tu bégayes. Mais je pense même pas que ça soit vraiment un frein. Ok? Tant qu'on comprend ce que tu dis, au final, bah, prends ton temps, c'est pas grave. Par contre, si vous êtes des étudiants et que vous avez un tiers-temps, je le précise que vous ne savez peut-être pas, de toute façon, je le dis aux étudiants qui sont inscrits au moment de Parcoursup. Et je vous explique comment faire. Mais si vous êtes étudiant et que vous avez un tiers-temps, vous pouvez demander à avoir un tiers-temps pendant vos épreuves. Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, les épreuves, c'est quand même des épreuves un peu courtes, hein, où il y a beaucoup de questions. Donc, avoir un tiers du temps en plus, c'est un vrai avantage. Donc, si vous pouvez avoir, enfin, si vous avez un tiers-temps, c'est le moment que vous en avez besoin. Mais en tout cas, vous pouvez avoir le tiers-temps pendant les épreuves. Alors, Iman demande, c'est quoi que vous valorisez à l'oral concrètement et ce qui fait que vous allez prendre un élève plutôt qu'un autre? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est est-ce qu'il a déjà vraiment réfléchi à pourquoi il veut faire une école de commerce? Est-ce qu'il peut me présenter un projet professionnel, même s'il ne va pas vraiment l'appliquer son projet professionnel plus tard, parce que en fait, sa réflexion elle va évoluer, est-ce qu'il s'est déjà posé la question? Et donc, du coup, est-ce qu'il peut me parler de son projet professionnel? La deuxième chose, c'est est-ce qu'il a une vraie bonne connaissance de l'école? Est-ce qu'il se projette dans l'école? Il connaît les assos, il connaît les cours qu'il va avoir, il sait quand il part à l'étranger, il connaît quel type d'échange il veut faire, etc. Ça, c'est des points qui sont importants. La troisième chose, c'est qu'il ait des expériences intéressantes, aussi bien personnelles que professionnelles ou que associatives. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes sportif de haut niveau, ou alors vous faites du sport, vous pratiquez du sport, vous avez fait des voyages linguistiques, vous avez
vous jouez d'un instrument de musique, vous êtes un grand lecteur, vous faites beaucoup de cuisine, vous êtes passionné par la mythologie. Euh, vous, euh, Ça nous intéresse. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est comment vous allez mettre ça en relation avec l'école, avec le projet pro. OK? Avoir gagné un concours entrepreneurial, est-ce qu'on peut en parler? Bien évidemment. Donc, les expériences pro, évidemment, ça compte. Si vous avez déjà entrepris même des petites choses, c'est vraiment très valorisé parce que vous êtes que en terminale. OK? Donc, oui, avoir gagné un concours entrepreneurial, c'est hyper méga valorisé, typiquement. Et il faut absolument parler à l'oral, il faut même en parler dans le dossier, pour être plus précis. Sachez que quand on vous voit à l'oral, c'est très spécifique, comment dire, c'est un exercice très, très spécifique, l'oral. C'est comme une discussion normale, sauf qu'en fait, c'est le but hein, d'un oral. On essaie de vous mettre à l'aise comme si c'était une discussion normale, sauf qu'en fait, l'étudiant il va parler 90% du temps, et sauf qu'en fait, c'est un peu asymétrique parce qu'on va un peu juger ce que va nous dire l'élève. Mais c'est un jeu, disons, c'est un jeu. Et en fait, quand on connaît les codes et quand on sait ce qu'attend le jury et quand on sait comment le jury choisit ses questions et ce qu'attend le jury, ça aide à avoir des excellentes notes. C'est pour ça que quand on fait la préparation aux oraux, les étudiants, ils ont souvent des très très bonnes notes. Les oraux, c'est en présentiel au sein de l'école. Les concours, c'est à distance, les oraux, c'est en présentiel au sein de l'école, sauf si jamais vous n'habitez pas en France métropolitaine, vous pouvez les faire à distance, ou sauf cas spécifique. Parfois, quelques écoles acceptent aussi les entretiens à distance. Mais en général, vous allez peut-être devoir faire un petit tour de France pour passer vos oraux à la fin dans les écoles qui vous intéressent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous pensez que j'ai mal répondu à une de vos questions, enfin, comment dire, je vous donné une réponse qui n'était pas claire ou quoi, c'est le moment de reposer votre question. Je pense que j'étais assez clair quand même. Ah oui, du coup, et demain, on peut vous appeler pour préparer un entretien. Ou est-ce que, Iman, merci pour la question. C'est très gentil. C'est ce que je vous invite à faire réellement. Si vous voulez avoir une place en fait pour les préparations, il vaut mieux m'appeler sans trop traîner. Comme je vous l'ai dit, normalement, il n'y a que 40 places dans cette offre-là. Enfin, il y a 80 places en fait pour les cours hebdo. On en est déjà à 50 pour Sésame. Donc, ça va très vite. Moi-même, je suis étonné tous les ans, c'est de plus en plus rapide, hein. Là, on est le 28 août. Il y a des années, il y a 2 ans même, parce il y a 2 ans, j'ouvrais même pas les inscriptions le 28 août, elles n'avaient même pas encore ouvertes, les inscriptions. Et là, on est 28 août, c'est quasiment complet. Je vous mets mon numéro de téléphone que vous retrouvez de toute façon dans les mails que vous avez reçus, hein. Dans tous les mails que je vous ai envoyés, il y a vos numéros, il y a mon numéro. Le plus simple, en fait, c'est que vous m'envoyez un SMS, vous pouvez m'envoyer ce soir ou demain matin dans l'idéal. Et ensuite, on fixera un rendez-vous ensemble. OK? C'est le mieux pour qu'on puisse échanger. Parce que sinon, en fait, comme je vais avoir, c'est la période, comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal d'inscriptions en ce moment. J'enchaîne les rendez-vous quand même pas mal et vous risquez de tomber sur répondeur. Alors que si on fixe un rendez-vous ensemble, c'est le plus simple. N'hésitez pas à m'écrire, à me dire ce qui vous intéresse et à me proposer des disponibilités. OK? Sinon, moi, je vous proposerai les miennes. De toute façon, il n'y a aucun souci. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous pour votre participation. Enfin, je vous remercie tous, pardon, pour votre participation. Ça ne veut rien dire sinon. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous avez mon numéro, vous pouvez me poser des questions. Sachez. Alors, attendez, il y a une question. Si on a raté le bac, est-ce que ça pose problème? Alors, je vais vous raconter une histoire. Allez, après, je vous laisse partir tranquillement. Il y a C'était il y a 8 ou 9 ans. Ça s'appelait même pas prépa campus, la préparation que je faisais. Les préparations, si je faisais prépa à mon compte, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé il y a une dizaine d'années. Et au début, c'était un petit job sur le côté et c'est devenu mon métier depuis 7 ans. C'était un job étudiant en fait qui est devenu mon vrai travail. Mais ma dernière année de mon job étudiant, j'ai quand même une vingtaine d'étudiants quand j'étais à l'ESSEC, justement. Et il y a un étudiant que j'ai préparé, pas scolaire du tout, mais très intelligent. Et on a bien accroché. On a hyper bien accroché. Il a travaillé comme un fou sur les concours. Mais par contre, à l'école, il faisait rien. Il a été major à l'EM Normandie, c'est-à-dire qu'il était classé numéro 1. Et il n'a pas eu son bac. Et ils ont pas pu le prendre. Et du coup, il a redoublé. Il a repassé son bac. Il l'a eu. Et là, il était à l'EM Normandie, qui était l'école qu'il voulait. Mais voilà. Donc, du coup, si vous avez raté le bac, si vous ratez le bac, hein, si vous avez raté le bac, bah, vous pouvez toujours repostuler, ça ne posera pas de problème en soi.
Mais si vous ratez le bac cette année, là, c'est pas bon. Franchement, il y a 98% des étudiants qui ont le bac, ne faites pas n'importe quoi. Ok. Mais ce cas, voilà, le cas que je vous ai raconté, s'est produit une fois en 10 ans. Il s'appelait Sacha, l'élève. Je me souviens encore. Bref. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et du coup, bah, écoutez, si vous souhaitez, si vous avez d'autres questions d'ailleurs, même si vous souhaitez pas vous inscrire, vous pouvez m'appeler, je vous réponds, je vous explique, hein, je prends 15 minutes de mon temps. Je sers aussi à ça. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une prépa, je le sais très bien. Par contre, trouver les informations, parfois, c'est très difficile. N'hésitez pas à me demander, je le fais très gentiment. Je prends 15 minutes de mon temps avec plaisir et il n'y a aucun souci. Voilà. Vous ne me dérangerez pas. C'est aussi mon travail d'informer les gens. Et donc, voilà. C'est à ça qu'on sert. Enfin, sinon, je ne sers à rien si je ne sers pas à ça, disons. Donc voilà. Même si vous n'avez pas l'intention de vous inscrire, même pour des raisons financières, typiquement, n'hésitez pas à vous appuyer, disons, sur mon expertise et à poser vos questions. Pour prendre 15-20 minutes de mon temps, je le ferai avec grand plaisir et il n'y a aucun problème. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. Et je suis désolé de vous avoir retenu aussi longtemps. On a fait 20 minutes de plus que prévu. Mais je suis encore disponible si vous avez d'autres questions. Et voilà. À bientôt, au revoir.